Je vais donner une carte blanche à Geneviève pour la fin de cette émission, pour évoquer le cas du président nigérien déchu Mohamed Bazoum. 9 mois quasiment jour pour jour après le putsch qu'il a renversé, un collectif international d'avocats appelle à la libération de celui que le Figaro présente comme un président otage et oublié. Donc, je voulais te permettre d'en parler, et avant ou après, selon ta guise de répondre à Laurent. Alors oui, je vais en parler. C'est gentil de me donner cette carte blanche parce qu'effectivement, je suis très, très sensible à la situation de Mohamed Bazoum. C'est vrai. Il est séquestré depuis 9 mois dans une partie de sa résidence avec son épouse, dans une espèce de huis clos, d'ailleurs, que j'imagine même pas à titre personnel, au-delà de l'aspect politique. C'est un scandale absolu en matière de droits humains. Et je pense que si ça se passait dans n'importe quel autre pays du monde que sur le continent africain, la communauté internationale aurait saisi ce dossier. C'est bien que les avocats de Mohamed Bazoum saisissent les Nations Unies. C'est très important qu'il le fasse. Alors oui, ces derniers jours, il y a eu toute une série on a entendu sa famille s'exprimer dans le Figaro, dans ce papier d'Yves Tréhard auquel vous faites allusion. Il y a cette pétition de ses avocats dans Jeune Afrique. Il y a également hier dans Le Monde une tribune de son ancien ambassadeur à Washington qui est aussi assez remarquable. Et tous ses proches expriment une inquiétude. C'est-à-dire qu'au fil des mois, on parle moins de lui. Effectivement, Emmanuel Macron, qui en fait trop peu désormais. Il est toujours entre l'excès d'honneur et l'indignité. Bon, bref, c'est mon avis personnel. Le sujet n'est pas oui. Emmanuel Macron. Le sujet, c'est la libération de Mohamed Bazoum aujourd'hui. Hein. Il entre quand même là dans son 10e mois de détention. Tous ceux qui sont attachés aux droits humains devraient quand même s'interroger. Est-ce qu'on peut détenir un homme et son épouse comme ça pendant des mois et jusqu'à quand? Donc cette inquiétude de ses proches, elle est légitime, je la comprends, et sans être de ses proches, je la partage. Il ne démissionnera pas. Si la junte attend qu'il démissionne pour le libérer... Ce n'est plus l'enjeu tellement, il a perdu le pouvoir. Mais en tout cas, il ne démissionnera pas. Je pense que s'il démissionnait, ça les libérerait quand même d'un poids. Est-ce qu'il y a un risque d'oubli de Mohamed Bazoum? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il est quelque part quand même, il reste une ombre sur le pouvoir politique, une ombre dans la déclinaison d'un agenda par la junte pouvoir au Niger. Il est quelque part cette ombre qui quand même tient sur des principes et aujourd'hui l'incarnation de principes. Une ombre au-dessus de son prédécesseur aussi? Il est aussi, sans doute au-dessus de son prédécesseur également, mais je ne me prononce pas là-dessus parce que je ne parle jamais sans preuve, vraiment. Je pense qu'il a un remords pour la CEDEAO, le remords d'un échec absolu dans sa tentative de négociation et dans sa tentative de retour à un ordre antérieur. L'impuissance de la CEDEAO dans la gestion de cette crise a encore contribué à sa fragilisation. Et il est peut-être un poids sur la conscience de certains. Moi, j'ai été étonnée de voir certains opposants qui se proclamaient démocrates essayer de finalement tirer avantage de ce coup d'État, revenir très vite au Niger. Au Niger, quand même, il y a eu souvent ça. Certes, et ils se sont aperçus que, non, en fait, les choses ne se déclinaient pas comme ils l'auraient souhaité. Et donc, moi, je pense que quand on fait un coup d'État, aujourd'hui, ça a peut-être été différent dans d'autres circonstances au Sahel. Mais aujourd'hui, les militaires, quand ils font des coups d'État, ne font pas pour rendre le pouvoir aux civils. Donc, voilà. Mohamed Bazoum, il est aujourd'hui une incarnation, il est aujourd'hui un symbole, il est l'incarnation de la lutte pour des principes. Mais il est peut-être aussi le symbole des États démocratiques, plus ou moins démocratisants, entre guillemets, qui ont échoué. Je vais répondre à Laurent là-dessus. Oui, on est d'accord, la démocratie, c'est pas juste. D'abord, c'est pas juste des élections, c'est aussi des institutions, c'est aussi des contre-pouvoirs, c'est aussi l'indépendance de la justice, c'est tout un certain nombre de choses. Liberté de manifestation, la liberté de la presse. La liberté de manifestation et de la presse. Et je ne dis pas que le Niger était une démocratie parfaite, mais je pense qu'une démocratie même imparfaite vaut mieux qu'un régime militaire. Et que nos démocraties, dont vous soulignez tout à l'heure qu'elles sont aussi imparfaites en parlant de la France, se sont construites sur la durée, par petits pas. Et qu'aujourd'hui, admettre... Avec des reculs, avec l'Empire... Premier empire, second empire. On est d'accord, mais donc on ne peut pas demander à des États qui ont 65 ans, et qui sommes-nous pour leur demander ça, d'avoir construit en 65 ans des démocraties parfaites? On ne peut pas le faire, alors que nous-mêmes, nous sommes encore très imparfaits. D'accord? Donc, mais ensuite, pouvoir préférer ou justifier
des coups d'État militaires. Oh non, c'est pas. Je ne veux pas du tout ce procès. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais pouvoir justifier des coups d'État au prétexte qu'une démocratie ne serait pas parfaite. Et dernier mot sur le Niger. Moi, je fais quand même une distinction entre le Niger de Mohamed Bazoum depuis 2 ans. Mohamed Bazoum qui est tombé parce qu'il s'était engagé dans un processus de lutte contre la corruption, très clairement, c'est pour ça qu'il est tombé, il n'est pas tombé sur des motifs politiques. Mohamed Bazoum qui avait des résultats en termes de sécurité, merci pour cette carte blanche, parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire et militaire, justement, il parlait à des populations, on en parlait tout à l'heure, qui s'orientaient vers le djihadisme, parce qu'elles étaient sans espoir et que lui considérait comme des jeunes bergers qu'il pouvait ramener dans la République et dans l'état de droit. Mohamed Bazoum qui avait envers les femmes et les jeunes filles en termes d'éducation une politique très volontariste et qui est à mon avis essentielle dans les pays du Sahel en termes de développement avec notamment ces internats ruraux. Ah, c'était une idée d'Issoufou, hein, déjà les internats ruraux. C'est une idée d'abord c'est une idée de Salim Mokadem, conseiller éducation effectivement du PNDS, mais principalement de Mohamed Bazoum. Oui, mais enfin, c'est une idée de Salim Mokadem qui est ami d'enfance de Mohamed Bazoum. Et c'est Bazoum qui a été chercher des fonds pour mettre en place ces internats ruraux qui assurent l'éducation, mais en même temps la lutte contre les mariages forcés, contre les grossesses précoces, et qui permettent d'insérer la femme dans un processus de développement, ce qui est essentiel. Donc je pense que le Niger a perdu un président visionnaire, un président qui était décidé à lutter contre la corruption et de favoriser encore l'ancrage démocratique, qui avait repris langue, par exemple, avec Hama Amadou, qui souhaitait le faire rentrer au Niger, qui était en discussion avec lui et qui se heurtait à ce propos, justement à Mamadou Issoufou. Donc tout ça, c'est vrai, tout ça, il faut le dire. Et le Niger a perdu, je pense, quelqu'un qui aurait été un grand président, l'objectif étant aujourd'hui sa libération. Hama Amadou, en l'occurrence, n'a pu rentrer au Niger qu'après le départ de Bazoum. Hama Amadou est rentré au Niger après le départ de Bazoum, mais il y avait une discussion qui se tenait entre eux avec l'objectif de le faire rentrer. Moi, j'ai interviewé Hama Amadou un petit peu après ce coup d'État à Genève et je peux vous dire que il n'était pas du tout, c'était pas du tout son son de cloche. Hein. Au contraire, il était presque ravi du fait qu'il y ait changement de régime, parce que ça lui permettait le débat de se projeter hors caméra. C'était compliqué après. Il a vite déchanté. Ouais, juste une phrase, je pense que Bazoum a été victime de son prédécesseur et des graves dérives de gouvernance des 2 mandats d'Issoufou, de très graves dérives de gouvernance sur lesquelles la communauté internationale a fermé les yeux. Et c'est ça le fossé que je dis. C'est ça, c'est qu'on a fermé les yeux sur ce que Issoufou a fait pendant 10 ans au Niger et il y a eu des graves dérives de gouvernance. Bazoum en est la victime. Mais Bazoum en est d'abord la victime. Et nous, communauté internationale, nous sommes complices de